Économie, le MAC sur i24 News. Merci d'être avec nous au sommaire de cette édition. Pékin, Macao, un seul et même pays et pourtant des écarts extrêmes en matière de choix économiques. Comme avec Hong Kong, la Chine veut entretenir son fameux modèle, un État, deux systèmes. Mais aujourd'hui, la cité des casinos est priée de diversifier ses revenus. Gros plan dans un instant. Retour également sur les déboires de Sony, un demi-milliard de dollars. Voilà le montant potentiel du préjudice pour la firme de la récente cyberattaque qui l'a poussé à annuler la sortie en salle du film The Interview. Est-ce le coup dur de trop pour cette marque historique? Et puis nous reviendrons aussi avant cela sur la condamnation d'Alstom hier aux États-Unis pour corruption. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence par l'actu économique internationale en bref et en images. On ouvre une fois de plus avec la Russie et des voix discordantes qui se font entendre contre la gestion de la crise du rouble par le Kremlin. Et pas n'importe lesquelles, celle notamment d'Alexei Koudrine qui fut 11 années durant ministre des Finances. Pour lui, le gouvernement actuel a poussé le pays vers une vraie crise économique, faute de s'être attaqué à temps aux problèmes financiers. Et pour lui, ce sont d'abord les sanctions occidentales contre Moscou dans le dossier ukrainien, bien avant la chute des cours du pétrole qui sont responsables de la débâcle du rouble. Il craint d'ailleurs un recul du PIB de 4% l'an prochain. Aujourd'hui, nous entrons dans une véritable crise économique, à grande échelle. L'an prochain, chacun en sentira les effets. Les importations vers la Russie diminueront d'environ 40% l'année prochaine. Les machines, les matières premières, les matériaux de construction seront bien plus chers en raison du bas niveau du rouble. C'est une menace pour les projets déjà en cours. La baisse des cours du pétrole profitera à la croissance mondiale. Cette fois, c'est le FMI qui l'affirme. 0,3 à 0,8 points supplémentaires en 2015 et 2016. Voilà la contribution de la faiblesse de l'or noir à la hausse du PIB de la planète. Pour les économistes du Fonds monétaire international, la Chine profiterait de cette situation plus que les États-Unis. Et pour les pays exportateurs de pétrole, eh bien, la priorité sera de contenir des déficits budgétaires inévitables. Rappelons qu'en octobre, le FMI tablait sur une croissance mondiale de 3,8% pour l'an prochain. Des chiffres à présent, ceux de la croissance. Aux États-Unis d'abord, révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre, 5% contre 4,3% attendus, plus forte hausse en 5 ans, idem au Royaume-Uni, même si on est sur des bases moins élevées, plus 0,7% pour le PIB au troisième trimestre aussi. Et puis en France, l'INSEE confirme ce jeudi que la croissance s'est bien établie à 0,3% entre juillet et septembre. Bonne nouvelle aussi pour le pouvoir d'achat des ménages, plus 0,5%. Sachez enfin que la banque israélienne Leumi a accepté hier de payer 2 amendes aux États-Unis pour un total de 400 millions de dollars. Elle plaide coupable pour avoir aidé de riches Américains à cacher leurs avoirs dans des paradis fiscaux. Leumi livrera également les quelques 1500 noms des clients en question à la justice américaine. C'est une première pour un établissement financier israélien. Et en parlant d'amende, on revient justement sur cette affaire Alstom. Le groupe français s'est vu infliger hier à Washington une amende record, 772 millions de dollars pour corruption. On va d'abord écouter la réaction de ce haut responsable du FBI. Non seulement Alstom a accepté de payer une pénalité de près de 800 millions de dollars, mais 4 dirigeants ont également été inculpés. Le montant record de cette amende est un message clair de dissuasion aux entreprises qui s'engageraient dans la corruption. Mais plus dissuasif encore est d'envoyer les dirigeants qui ont commis ces crimes en prison. Et notre analyse financier, Lionel Friedfeld, est en ligne avec nous. Lionel, bonjour. D'abord, Lionel, les faits reprochés, ils sont graves. Alors, effectivement, puisque Alstom va devoir payer une amende de 772 millions de dollars aux États-Unis pour un fait de corruption. Mais en fait, Alstom a tenté de corrompre plusieurs responsables en Indonésie dans le cadre d'un appel d'offres estimé à 118 millions de dollars. En fait, les États-Unis s'accordent le droit d'enquêter sur des entreprises étrangères et leurs agissements à l'étranger si la société est cotée ou était cotée en bourse. Et c'est le cas d'Alstom, puisque Alstom était notamment coté à Wall Street jusqu'en 2004. Ouais. En fait, la pénalité financière est la plus importante jamais infligée dans le cadre de la loi américaine sur les pratiques, notamment de corruption à l'étranger. Et c'est en fait un record assez triste puisque BNP Paribas avait payé quasiment 9 milliards de dollars, on s'en souvient. Là, évidemment, c'est une pénalité de 772 millions. En tout cas, ça démontre de la puissance judiciaire américaine dans le monde. Merci Lionel pour ces précisions. En tout cas, la justice américaine qui poursuit sa croisade contre les grands groupes étrangers. On notera qu'hier encore, Alstom a été accusé de corruption, cette fois par les autorités britanniques pour des contrats en Lituanie et une procédure a été ouverte.
un pays, deux systèmes, formule connue, celle qui a permis à la Chine communiste d'intégrer Hong Kong, la libérale. Et juste en face de l'ex-colonie britannique se dresse Macao. L'ancien comptoir portugais a été rétrocédé à Pékin il y a tout juste 15 ans. Macao, on le sait, un empire du jeu d'argent, la base de sa prospérité. 45 milliards de dollars générés par les casinos l'an dernier. Est-ce une addiction dangereuse pour l'économie locale? C'est l'avertissement en tout cas du président chinois. Les détails avec Johanna Citruc. Un voyage de 2 jours pour délivrer un message d'unité. À l'occasion du 15e anniversaire de sa rétrocession à la Chine, Macao a reçu la visite de Xi Jinping. Le président a profité de ce déplacement pour défendre la coexistence de plusieurs systèmes différents au sein d'un même pays. Un pays et 2 systèmes. C'est un principe de gouvernance pour obtenir la paix et la prospérité dans le développement de Hong Kong et Macao. C'est aussi un élément clé pour atteindre le rêve chinois. Comme Hong Kong, Macao est régulièrement le théâtre de manifestations pro-démocratie. Si les 2 villes bénéficient de plus de liberté qu'en Chine continentale, leurs dirigeants sont choisis par Pékin. Mais ce qui différencie réellement Macao de Hong Kong, ce sont ses casinos. C'est le seul endroit en Chine où ils sont autorisés. Résultat, des millions de touristes s'y rendent chaque année. La visite de Xi Jinping à Macao signifie que le gouvernement central de Pékin soutient complètement le modèle de développement économique et politique de Macao, en envoyant un message à Hong Kong disant qu'il devrait suivre le modèle d'harmonie de Macao. L'ancienne colonie portugaise possède une économie particulièrement solide. En 2013, son PIB par habitant dépassait les 91 000 $. C'est le 4e plus élevé au monde. Pourtant, le président Xi Jinping a appelé le numéro 1 mondial du jeu à se développer, à se diversifier. Nous devons continuer de mettre au point des stratégies pour promouvoir une façon appropriée, mais aussi diversifiée de développer l'économie de Macao. Il est important pour Macao d'adopter une perspective globale à l'échelle nationale qui soit orientée vers l'avenir, vers les perspectives de long terme. Car même si les casinos rapportent beaucoup d'argent à Macao, les revenus issus des jeux sont en baisse, moins 23% sur un an. Un déclin qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. En cause, la campagne anticorruption lancée par Pékin l'an dernier. Des gros plans à présent sur ce qui restera l'un des vols de données les plus marquants de ces dernières années. On en connaît la victime, Sony, le japonais. Plus de flou en revanche autour du coupable. Merci, la Corée du Nord est très fortement suspectée d'avoir orchestré la cyberattaque qui a poussé Sony à annuler tout simplement la sortie cinéma du film The Interview. Alors le préjudice pour la firme pourrait atteindre le demi-milliard de dollars. Anthony Lesme. Entre 200 et 500 millions de dollars, ce sont les dégâts estimés de la cyberattaque contre les studios Sony Pictures. 75 millions sont déjà attribués à la production et à la distribution du film The Interview. S'ajoutent ensuite les coûts de remise à jour du système informatique et les frais juridiques qui font suite à la divulgation de plusieurs milliers d'emails. Pour avoir cédé aux menaces des hackers liées, selon la Maison-Blanche, à la Corée du Nord, Sony a été critiqué par Barack Obama. Sony est une entreprise privée. Les dommages à leur encontre sont importants. Il y a eu des menaces contre leurs employés. Je comprends leurs inquiétudes. Cependant, je pense qu'ils ont fait une erreur. Le PDG de Sony cherche des solutions alternatives. Il ne cache pas son embarras. À l'heure actuelle, même s'il existe plusieurs possibilités comme celle de diffuser le film par voie numérique et par la VOD, nous n'avons pas encore trouvé un grand distributeur de VOD ou d'e-commerce prêt à distribuer le film pour nous. En 2011, la multinationale japonaise avait déjà fait les frais d'une attaque de son réseau PlayStation. 100 millions de comptes piratés, les données de 23 millions de cartes de crédit subtilisées. Sony avait donc déboursé 120 millions de dollars. Ces 2 cyberattaques ont touché les 2 bastions de la firme, les jeux vidéo et le cinéma. 2 secteurs qui sauvent pour l'instant Sony. Reste qu'au premier semestre, le géant japonais a enregistré une perte de 109 milliards de yens, soit 800 millions d'euros, notamment à cause de sa division mobile en pleine détresse. 1000 emplois vont d'ailleurs être supprimés.
Voilà, en tout cas, hasard ou pas, la Corée du Nord a subi hier une coupure totale du réseau Internet, 9 heures durant. On s'intéresse maintenant aux chocolatiers d'Ouganda. Ils tentent, vous allez le voir, de garder les bénéfices de leur production pour stimuler le développement local. Explication avec ce reportage. Le chocolat, produit phare des fêtes de fin d'année, connu pour ses vertus aphrodisiaques. Et pourtant, très peu de personnes savent d'où il vient. 68% du cacao utilisé par les grandes marques Nestlé, Hershey ou encore Godiva est produit sur le continent africain. Un tiers est récolté dans des plantations familiales comme ici en Ouganda, en Afrique de l'Est, une région qui exporte beaucoup moins que les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire. Stéphane Sembouya, entrepreneur ougandais, et son ami d'enfance Félix Okouye ont décidé d'inverser la tendance. Après avoir hérité de la plantation familiale, Stéphane a créé son entreprise Pink Food Industry. Il espère propulser son pays parmi les premiers exportateurs de cacao du continent. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e place. Nous produisons 20 000 tonnes par an. Grâce à la promotion que nous sommes en train de faire, je peux vous garantir que d'ici 5 ans, nous serons capables de produire le double, notamment grâce au climat favorable en Ouganda. Mais l'exportation de fèves de cacao n'est pas le seul but. Stéphane et Félix ont décidé de transformer eux-mêmes leurs fèves en chocolat, cacao en poudre ou encore en beurre. Pour Charles Ossissi, qui soutient les jeunes entrepreneurs dans le pays, 80% de la valeur du cacao part avec l'exportation. Lorsque le cacao est vendu comme produit brut non transformé, cela crée de l'emploi dans tout le pays où il a été exporté, pour des personnes qui travaillent dans toute la chaîne de production du cacao. Du coup, nous avons contribué à une seule étape de la chaîne, la production. La culture de cacao existe dans le pays depuis plus de 100 ans, mais elle a atteint des sommets dans les années 60. Après des années de négligence de la part du gouvernement et un manque de financement, le cacao est de nouveau au cœur de l'économie. Certains experts disent même que c'est plus rentable que le café. Aujourd'hui, Stéphane et Félix ne peuvent vendre leurs produits transformés que dans la capitale ougandaise Kampala. Ils espèrent étendre leur marché à travers le pays et à terme exporter aussi leurs barres de chocolat. La production a un coût. Et si vous n'êtes pas patient, c'est fatigant et vous pouvez vite abandonner. Mais nous avons un rêve, nous voyons une niche. On importe environ 15-20 millions de dollars de chocolat, de produits dérivés du cacao. Donc en tant que tel, il y a de l'argent à se faire. Donc c'est ça notre volonté, que nous tirions tous un profit de ce produit. Grâce à leur barre chocolatée, Félix et Stéphane espèrent faire de ce produit de luxe en Ouganda un produit accessible à tous. Une barre de chocolat made in Ouganda coûte 1,80 $ contre presque 6 $ pour du chocolat importé d'Europe. Ouais, une belle différence et c'est l'heure du Media Watch. Et à la une de cette revue de presse, celui qu'on surnomme déjà le Madoff du Bosphore. On va parler d'une arnaque sur le marché des devises. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors une arnaque à 200 millions de dollars. Oui, tout a commencé en 2009 lorsque la société JL Trading a cessé ses opérations sur les devises. Eh bien, Joe Lewis, un trader de 59 ans qui est basé à Istanbul, a continué d'accepter en fait l'argent de nouveaux investisseurs et il a fait ce qu'on appelle une chaîne de Ponzi. Autrement dit, pour que son arnaque passe inaperçue, il a rémunéré les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux. Une technique qui porte le nom de celui qui l'a mise au point dans les années 30, c'est Charles Ponzi. Et une technique également utilisée plus récemment par celui qui est considéré comme l'escroc du siècle, Bernard Madoff, puisqu'en un petit peu plus de 15 ans, il a quand même détourné 65 milliards de dollars. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, c'est plus que le PIB de la Croatie en 2013. Et pour ce qui est de Joe Lewis, il n'est pas allé jusque-là, car le préjudice est estimé à près de 200 millions de dollars, mais depuis qu'il a avoué son arnaque à ses clients il y a une quinzaine de jours, le trader est introuvable. D'après plusieurs sources, il aurait récemment quitté la Turquie sans laisser d'adresse. Voilà, filé à l'anglaise. Et puis la période des fêtes de fin d'année, Johanna, et les cadeaux qui ne sont pas toujours ceux qu'on attendait. Oui, selon un sondage en 2013, 27% des Français ont reçu un cadeau indésirable. La plupart viennent des beaux-parents, alors que la majorité de ceux qui reçoivent des présents ratés ont entre 16 et 24 ans. Pourtant, lorsque le Père Noël
bien, rate sa cible. Il y en a un qui en profite bien, c'est eBay, puisque selon la même étude, 13% des Français déçus par leurs cadeaux devraient les revendre sur Internet. L'année dernière, lorsqu'il y avait des pics d'activité, il pouvait y avoir jusqu'à 7 cadeaux de Noël mis en ligne sur eBay, non pas chaque minute, mais à chaque seconde. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News, dossier spécial sur le pétrole et l'info continue. Restez avec nous.